Il y a à Genève une philosophie discrète, presque secrète. Elle n'est pas vraiment écrite dans les livres, elle est plutôt gravée dans la pierre de ses bâtiments et assemblée dans les rouages de ses montres. Allons voir ça de plus près. On commence par l'esprit du lieu. Imaginez un instant cette lumière froide d'hiver sur le lac Léman, ce brouillard léger qui flotte à la surface et qui impose le calme. C'est ici, dans cette grandeur tranquille, dans cette atmosphère qui invite à la réflexion, que notre histoire prend place. Alors voilà le mystère qu'on va essayer de percer. Quelle est cette structure invisible? Quels sont ces principes qui ont pu façonner une identité aussi particulière que celle de cette ville? Pour comprendre, il faut commencer par la matière, par quelque chose de très concret, de tangible. L'identité de Genève, elle est d'abord inscrite dans son architecture, dans la pierre. Quand on se promène dans Genève, on est frappé par ces nombreuses fontaines en pierre. À l'origine, bien sûr, c'était purement utilitaire, vital. Mais avec le temps, elles sont devenues bien plus que ça. Des symboles, des ornements, qui ancrent l'identité de la ville dans quelque chose de sobre, de solide. Et regardez cette photo d'époque. On y voit une ville en pleine mutation. Et pourtant, ses fondations, elles, restent ancrées dans cet héritage minéral. Une base solide, au sens propre comme au figuré, pour tout ce qui allait se construire par-dessus. Et c'est justement sur ce sol de pierre, dans cette culture du solide, que vont émerger deux artisanats, deux mondes qui à première vue semblent très différents, mais qui en réalité partagent les mêmes outils de pensée, la haute horlogerie et la franc-maçonnerie. À Genève, la franc-maçonnerie va connaître une évolution intéressante. On passe de l'art de bâtir des cathédrales à une philosophie pour se construire soi-même. Mais, et c'est ça le point clé, en utilisant exactement le même langage symbolique, les mêmes outils. Et voilà le point de connexion essentiel. Que l'on soit horloger ou maçon, il y a une discipline reine, une science au-dessus de toutes les autres, la géométrie. Elle n'est pas vue comme une simple technique, mais comme le fondement même de toute connaissance. Ce tableau est assez parlant. Regardez, il met en lumière des parallèles vraiment fascinants entre les deux mondes. Des outils aux vertus, en passant par les lieux, on voit bien qu'il y a un langage commun, une même quête rigoureuse de la perfection. Alors, penchons-nous d'abord sur un côté de ce parallèle, l'univers de l'horloger, cet architecte du temps. Comme le disait un horloger genevois, la montre mécanique, c'est un microcosme. Un univers en miniature en fait. Un monde de pièces incroyablement complexes qui fonctionnent en harmonie parfaite, où chaque petit rouage a sa place et sa raison d'être. Et cette recherche quasi obsessionnelle de la précision, elle va définir toute une époque. Bien sûr, elle répond à des besoins très pratiques, comme la navigation en mer, mais elle est aussi portée par un désir presque philosophique de maîtrise et de perfection. Et vous savez, cette passion pour la mesure exacte du temps, elle n'est pas juste enfermée dans les ateliers. Elle s'affiche encore aujourd'hui, en plein cœur de la ville. L'aiguille des secondes de la célèbre horloge fleurie mesure 2,50 m. C'est la plus longue du monde. Un symbole, en somme, de cette quête sans fin. Bon, on a vu l'atelier de l'horloger. Maintenant, changeons de décor et passons à l'autre côté de notre parallèle. L'atelier philosophique, l'atelier intérieur. La méthode maçonnique est fascinante, parce qu'elle évite le langage littéral, le langage de tous les jours. Elle préfère utiliser des symboles, pour parler directement au cœur, à l'intuition, pour aller au-delà du simple filtre de l'intellect. En loge, le travail consiste donc à façonner son propre caractère, à polir sa pierre intérieure en suivant ses principes fondamentaux. C'est un travail de ciseaux, de maillet, mais appliqué à soi-même. Un perfectionnement constant. On a donc ces deux mondes qui se font écho. L'atelier de l'horloger d'un côté, l'atelier intérieur du philosophe de l'autre. Mais où est le pont? Quel est le lien vraiment profond entre les deux? Eh bien, le lien, c'est une idée phare du siècle des Lumières, l'idée de l'univers horloge. On imagine le cosmos comme une immense mécanique, parfaitement ordonnée, intelligible, régie par des lois rationnelles. Et on pense que cette même raison doit aussi gouverner la morale humaine. Le grand architecte de l'un est en fait le modèle du grand horloger de l'autre. Et du coup, la montre n'est plus juste un objet qui donne l'heure. Elle devient une métaphore parfaite, l'image tangible de cet individu idéal, juste et précis, que les maçons cherchaient à construire en eux-mêmes. Et c'est vraiment ça le cœur de l'idée. À Genève, à cette époque, la quête de la précision mécanique et celle de la rectitude morale ne sont plus de choses séparées. Ce sont les deux faces d'une seule et même ambition. Et cette philosophie de l'ordre, de la proportion, elle n'est pas restée confinée dans l'atelier ou dans la loge. Non, elle a été intégrée, construite dans le tissu même de la ville. On le voit bien ici, dans l'harmonie et la rigueur de cette architecture. La boucle est bouclée. Tout ça nous laisse avec une dernière question. Si l'esprit d'une ville comme Genève a pu être façonné par cette géométrie invisible de la raison, on peut se demander quelles sont les géométries invisibles, les codes cachés, qui façonnent nos propres vies aujourd'hui.